If this movie doesn't make your skin crawl, it's on too tight. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au film canadien de 1974, Black Christmas, réalisé par Bob Clark. Hello? Hey, Mommy. Hey, baby. Baby, all right, Mommy. Who's there? I know you're there, nasty man. Nasty man, man. Mommy. Come here. Where's Agnes? You won't. What are you doing? Pendant la période de Noël, dans une résidence étudiante de filles, quelques-unes des pensionnaires ne partent pas rejoindre leurs familles respectives pour les fêtes et restent sur place. Lors d'une soirée, de sordides appels téléphoniques anonymes troublent leur quiétude. Si elles préfèrent ne pas les prendre au sérieux dans un premier temps, une des leurs disparaît mystérieusement et le corps d'une adolescente est retrouvé non loin de là par la police. Certaines des pensionnaires se mettent à la recherche de leur amie, mais pendant ce temps, dans la résidence, les cadavres s'empilent et la police demeure extrêmement incompétente. Alors que les étranges coups de fil se poursuivent au beau milieu de ce remue-ménage, certaines des jeunes filles se retrouvent seules dans la résidence. Enfin, pas si seules que ça. Les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, quoi de mieux qu'un film se déroulant durant la période de Noël pour se mettre dans l'ambiance ? Et si l'on peut y croiser en plus un psychopathe et assister à quelques meurtres bien gratinés, les amateurs de cinéma horrifique que nous sommes s'en trouveront pleinement comblés. D'où le choix du jour, un Black Christmas mis en scène par Bob Clark, venu au cinéma d'horreur en 1972 avec Children Shouldn't Play with Dead Things, film de zombies à très petit budget se mêlant à la comédie, devenu culte au fil des années. Suivra Le Mort-Vivant, métaphore de la guerre du Vietnam, sorti lui aussi en 1974, quelques mois seulement avant Black Christmas. Sous-genre du film d'horreur, ayant, au-delà des codes qui le caractérisent et sur lesquels je reviendrai plus tard, pour principale particularité de mettre en avant son boogeyman plutôt que ses victimes, le slasher connaît son pic de popularité dans les années 80, notamment suite au succès de l'incontournable Halloween de John Carpenter. Trouvant ses racines à la fois dans le cinéma anglo-saxon et dans les giallo italiens, de nombreux films peuvent y être rattachés a posteriori, c'est le cas par exemple de Psychose d'Alfred Hitchcock. Deux œuvres semblent néanmoins être considérées comme véritablement fondatrices du slasher, à savoir La Baie sanglante de Mario Bava, sorti en 1971, et, je vous le donne en mille et mille, Black Christmas de Bob Clark, 3 ans plus tard. Intitulée The Babysitter, la première mouture de ce qui deviendra plus tard Black Christmas, écrite au début des années 70 par le scénariste Roy Moore, s'inspire en partie d'une légende urbaine populaire à l'époque. Celle d'une babysitter tourmentée par d'effrayants appels téléphoniques dont la police finit par découvrir l'origine, à savoir l'intérieur même de la maison occupée par la jeune fille. Mais l'histoire imaginée par Moore puise également sa source dans une série de meurtres commis à Montréal. Si on a longtemps pensé que les meurtres en question faisaient référence aux atrocités commises par Wayne Boden, tueur en série ayant sévi de 1969 à 1971 et surnommé le vampire tueur, Nick Mancuso, qui interprète l'antagoniste Billy dans le film, a récemment dévoilé qu'il fallait plutôt chercher du côté de ce garçon de 14 ans ayant assassiné sa mère et blessé plusieurs membres de sa famille en 1943 dans le quartier de Westmount, un dénommé George Webster.
Essuyant divers refus de la part des maisons de production canadiennes, le scénario de Moore finit par tomber entre les mains de Bob Clark via Vision 4, petite société de production dont il fait partie. Réécrit, le script est l'objet de la part du futur réalisateur de quelques modifications supplémentaires, lesquelles allaient en partie faire de ce qui prend alors le titre définitif de Black Christmas une œuvre singulière et en avance sur son temps. Jess, il y a une chose qui est certaine. Tu ne te feras pas avorter, mon petit. Ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois ou ne dois pas faire. Si jamais tu essaies de te faire avorter... Il vaut mieux que tu partes. Si jamais tu Je essaies t'ai de te dit faire de avorter... t'en aller. Je te promets que tu le regretteras. Avec Black Christmas, Bob Clark plonge les pensionnaires d'une résidence étudiante dans un véritable cauchemar. Alors que les jeunes filles qui n'ont pas eu la chance de retrouver leur famille s'apprêtent à fêter comme il se doit le début des vacances, la soirée se retrouve bien vite gâchée par les appels tordus d'un étrange individu. Le début d'un jeu de massacre et d'une enquête pour tenter de mettre fin aux agissements d'un tueur décidément bien mystérieux. Choix d'une date bien particulière du calendrier, lieu d'action unique et familier, police complètement à la ramasse, tueur fantôme, meurtre d'étudiante, décompte du nombre de victimes, appels téléphoniques dérangeants, caméra en vue subjective et personnages féminins survivants au massacre, le film de Bob Clark pose déjà quelques-unes des bases du slasher, définissant ainsi pour partie une formule qui allait devenir gagnante, les studios ne se privant pas par la suite de la décliner encore et encore. 4 ans avant que John Carpenter ne jette son dévolu sur la fête d'Halloween, sur les conseils avisés de Bob Clark lui-même, Black Christmas situe son action à une date non moins symbolique du calendrier, en l'occurrence Noël, donnant au film une identité bien marquée. Neige, illumination, décoration, chant traditionnel, nombre d'éléments représentatifs de Noël sont bien présents. Mais comme détournés de leur fonction première, à savoir créer une ambiance réconfortante et festive, ils prennent ici un aspect bien plus inquiétant. C'est notamment le cas dans la maison occupée par les étudiantes, dévorée par les ténèbres. Regroupées en sororité dans une demeure au style gothique, les étudiantes vont rapidement se sentir en insécurité dans un lieu où l'atmosphère feutrée a laissé place à l'angoisse et où les illuminations ne font que renforcer l'obscurité des recoins les plus sombres. Importante dans la construction du récit, cette fascinante et véritable bâtisse en devient un personnage à part entière, d'autant que la présence fantomatique du tueur renforce son aspect inquiétant. Une ambiance presque surnaturelle, telle que l'on pourrait la croire hantée. Autant dire que l'esprit de Noël a foutu le camp depuis longtemps. Black Christmas est ainsi l'un des premiers films à utiliser les appels téléphoniques scabreux comme source de malaise, tant du côté des personnages que du public lui-même. Ici, les coups de téléphone sont particulièrement déstabilisants, l'antagoniste utilisant plusieurs voix, homme, femme ou enfant, délivrant au cours de la conversation des détails intimes sur ses victimes et ponctuant ses saillies verbales de bruits étranges, de grognements et de rires sinistres. On a beau se dire qu'on a déjà vu ça 1000 fois, il suffit pourtant de se rappeler que le film date de 1974 pour au moins se rendre compte de l'obscénité des propos tenus, à tel point que les actrices n'avaient pas connaissance du contenu des appels au moment du tournage, jouant leurs réactions en grande partie sur la base de leur imagination. Au-delà des coups de téléphone, particulièrement explicites sexuellement et globalement dérangeants, l'angoisse naît aussi du fait de ne rien savoir de l'antagoniste du film, et ce jusqu'à la toute fin. L'un des apports de Clark au scénario de Moore est donc la volonté de ne jamais montrer le tueur à l'écran, en tout cas pas dans son entièreté. Ainsi nous n'aurons droit qu'à quelques bribes de cette présence insaisissable, un œil par-ci, une main par-là, une voix, une ombre, mais rien de plus, laissant le soin au spectateur de remplir les blancs en s'imaginant bien entendu les pires choses. Une manière de susciter l'angoisse qui fonctionne d'autant plus que Clark va au bout de ce parti pris somme toute assez radical en ne dévoilant jamais non plus ni l'identité du psychopathe, ni son passé ou ses funestes motivations. Là aussi, 4 ans avant Halloween, Clark a l'idée de filmer plusieurs scènes en caméra subjective, procédé permettant à la fois d'adopter le point de vue du tueur et de placer ainsi le spectateur dans une situation des plus inconfortables puisque témoin impuissant. Ni très nombreux, ni particulièrement graphiques, à l'exception peut-être d'une scène fortement inspirée du giallo, avec armes blanches, mains gantées de noir et statues de cristal, les meurtres détonnent surtout par leur imprévisibilité et leur brutalité.
Autre point faisant de Black Christmas une œuvre à part et incontournable, c'est bien le traitement réservé à ces personnages féminins, ici au centre de l'attention, du début jusqu'à la fin, le film se voulant avant tout une histoire sur la féminité, sur comment ces femmes interagissent et développent une forme de solidarité entre elles. Modifiant la première partie du script de Moore pour y apporter une pointe de comédie via Miss McHenry, responsable de la sororité interprétée par Marianne Waldman et dont le personnage particulièrement porté sur la boisson dissimule des flasques d'alcool dans des endroits incongrus un peu partout dans la maison, Clark apporte un changement conséquent à son héroïne, Jessica Bradford. Il insiste en effet pour faire du personnage féminin principal, interprété par Olivia Hussey, une jeune fille se retrouvant enceinte et fermement décidée à ne pas garder l'enfant, malgré les réticences d'un petit ami qu'elle ne prévient qu'après avoir pris sa décision. Alors que le cinéma d'horreur, notamment à travers les slashers, va nous offrir par la suite bon nombre de personnages féminins sans personnalité, irréfléchis ou insupportables, ne servant finalement que de chair à saucisse sous les coups des antagonistes qu'elles vont immanquablement croiser sur leur chemin, Black Christmas s'attache au contraire à nous présenter des femmes volontaires, intelligentes et indépendantes, confrontées en premier lieu à des problèmes bien ancrés dans le quotidien et le réel. Apportant vie et maturité à ces personnages féminins pas vraiment à la fête, le film aborde ainsi des sujets représentatifs des changements sociaux de l'époque et encore sujets à débat de nos jours, à savoir une volonté de sortir de leur rôle de ménagère à laquelle on les a trop longtemps assignés, de s'habiller ou gérer leur sexualité comme bon leur semble, ou bien encore de pouvoir étudier ou s'investir professionnellement. Aux aspirations de ces femmes du début des années 70, le film apporte également le point de vue sur la réaction des hommes à tous ces changements. Nos étudiantes doivent ainsi faire face à des autorités ne prenant pas au sérieux leurs inquiétudes, qu'il s'agisse des appels téléphoniques ou de la disparition de leur amie Claire, la police ne réagissant qu'à partir du moment où le petit ami et le père de cette dernière commencent à montrer des signes d'agacement. Du côté de Jessica, sa relation avec Peter s'avère conflictuelle, alors qu'elle apparaît réfléchie et maîtresse de ses émotions, lui devient agressif et manipulateur dès lors que les décisions ne vont pas dans son sens, devenant alors le principal suspect. Qui plus est, bien que survivante, Jessica n'en demeure pas moins abandonnée, laissée seule et traumatisée dans la maison. Bien loin d'être une mauvaise série B, malgré son faible budget, Black Christmas apparaît au contraire comme un film ambitieux, aux personnages féminins adultes et aux thématiques toujours aussi pertinentes, à la mise en scène solide et inventive, orientant juste ce qu'il faut le spectateur pour y projeter ses propres angoisses. Si le film est un succès dans son pays d'origine au moment de sa sortie en salle, il faut attendre son arrivée en vidéo pour que sa renommée dépasse les frontières du Canada, acquérant alors un statut de film culte, même si là encore, le Halloween de John Carpenter viendra grandement lui faire de l'ombre. Black Christmas connaîtra 2 remakes du même nom, l'un en 2006 sous la direction de Glenn Morgan, l'autre en 2019 réalisé par Sofia Takal. Si vous avez apprécié ces fêtes de fin d'année ensanglantées, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Salut!